Les années Coluche, parce que Coluche, c'était un copain à toi, un voisin à Paris, c'est ça, oui, hein, absolument. Joël? Il habitait rue Gazan, au 11 rue Gazan, à côté du parc Montsouris. Moi, j'habitais de l'autre côté. Et on se croisait en bas. Il y avait un café qui s'appelait le Café du Commerce. Et il me voyait, moi je le voyais régulièrement, et il me regardait Il était timide, Coluche. Et il me regardait d'un œil bizarre. Et un jour, il me dit je peux te poser une question? Alors je lui dis oui. Il me dit tu serais pas voleur moto ou garagiste par hasard? Et moi je lui dis non, je fais des essais moto à Moto 1. C'est comme ça que Coluche arrive dans la presse moto. Exactement. Et il m'a dit oh là là, j'adorerais faire des essais. Alors il m'a dit tout de suite je te demande rien, je suis trop cher. Alors j'ai dit ça tombe bien, on a des petits moyens. Excellent. Alors, je vais te montrer, on va parler anecdote, et je vais te passer ma tablette. Tu vas regarder une vidéo de quelqu'un qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et qui va te rappeler d'une anecdote, justement, avec Coluche. Tiens. Un grand moment quand t'as doublé Coluche, assis sur tes compteurs compte-tours, à 140 km/h devant un quart de japonais ébahis. Et après, t'aurais pas dû lui donner tes doigts à manger dans le sandwich. Ça fait pas sérieux. Allez, salut, mon petit Richard. Voilà, il s'agit de Jean-Pierre Boulmé, très célèbre photographe presse moto, moto-journal, avec qui vous avez roulé aussi à Moto 1. C'était notre photographe fétiche, Absolument. Oui. Attitré. attitré, grosse personnalité, à jamais inoubliable dans mes souvenirs. Et alors, disons qu'il y a cette fameuse photo qu'on a beaucoup vue de Jean-Pierre Boulmé, toi avec Coluche, en train de casser la croûte, de pique-niquer sur un banc. On voit que c'est en train de rouler à moto. Et là, c'est peut-être là où tu as fait manger tes doigts dans le sandwich, là. Oui, exactement. On était parti donc, comme quelquefois, pour une virée moto. Coluche adorait la moto, il était déjà motard depuis toujours, je pense, hein, on a des vieilles images là-dessus. Il aimait la vitesse, mais il savait pas piloter en fait. Hein. Il savait ni tourner ni angler. Alors son kiff, c'était de rameuter une petite bande de copains et de partir sur l'autoroute et de mettre à fond gaz en ligne droite. Et donc on était parti comme ça un dimanche matin, si je me souviens bien. On s'arrête casser une croûte sur le bord d'une autoroute. Et il y avait une espèce de sandwich hot dog, et il me prend l'idée de virer ce qu'il y avait dedans, de mettre ma main, et il y a une photo magique, magnifique, où Michel croque le sandwich avec ma main dedans. Ouais. Et pour revenir sur l'anecdote, quand on est parti faire cette balade avec Michel et Richard, on est parti donc de la rue Gazan. Michel avait la 500 RDLC que Jean-Claude Olivier venait de lui prêter, qui va figurer d'ailleurs sur Moto 1 en essai exclusif avant les La hebdos. fameuse couverture. Avant les hebdos. Alors oui, parce que là, quand même, avant, c'était Moto-journal, Et Moto-revue, oui, hein, les deux pour grands qu'on sorte mastodontes. tous en même temps, Jean-Claude m'a passé la moto. Je l'ai passé évidemment à Coluche. Et quand on est parti, Richard ouvrait la route, mais d'une manière à lui, bien à lui. C'est-à-dire qu'il était avec la fameuse Suzuki qui est derrière, là. Il venait contre les pare-chocs des voitures et il mettait sa roue avant sur les pare-chocs. Alors ça faisait un bruit assourdissant et les gens levaient les yeux sur le rétroviseur et hop, il dégageait. Et quand on est rentré sur la A4, la fameuse anecdote de Jean-Pierre Boulmé, Richard, il est arrivé à côté d'un autocar à 2 étages avec des Chinois ou des Japonais. On n'a pas la précision là-dessus. Richard a enjambé son guidon, parce qu'il n'était pas assis sur la moto, hein. Il était assis, les jambes... Oui, ça, personne ne le voyait, ça, c'était inexistant comme figure. Je le ferai plus aujourd'hui, hein, je jure, je le ferai plus aujourd'hui. Hein. Et alors? Et donc, Richard se met en roue arrière, à la verticale, avec les jambes au-dessus du guidon. Il fait coucou aux Chinois qui étaient hallucinés. Hein. Et là, Michel, il me regarde, puis il me dit « Est-ce qu'il fait ton copain, je le ferai pas. » Voilà, ça, c'est des belles histoires de la moto, hein. C'est des grands moments et puis qui sont transmis de génération en génération. C'est sympa de les entendre parce que voilà, Coluche c'était quelqu'un, c'était un bel ambassadeur de la moto. Et là, on a les copains de Coluche qui roulaient à moto avec. C'était quelques instants et une période magique. Hein. It was one of the largest, most brutal, and fiercest battles in human history.
Coluche est mort dans un accident de moto près de Grasse, il avait 41 ans. On préparait à entrer dans une décharge. La cabine tournait, il n'y avait plus la moindre place pour passer, un mur. Coluche l'a vu trop tard, la moto s'est couchée, le comédien a heurté de la tête l'avant du poids lourd. Coluche, enterré ce matin en présence d'une foule de ses amis, connus et inconnus. Ok, alors on est le 19 juin 1986, il est 8h du matin. Personne ne le sait, mais dans quelques heures, l'humoriste Michel Colucci, plus connu sous le nom de Coluche, va mourir. Une disparition soudaine, brutale, due à un accident de moto qui va profondément marquer l'esprit des Français. Coluche, ce n'était pas juste un humoriste, c'était une figure unique dans le paysage français. Coluche, c'était ce type capable de faire éclater de rire une salle entière tout en dénonçant de graves injustices. Celui qui, entre deux blagues, a fondé les Restos du Cœur pour nourrir les plus démunis, et qui a même fait trembler l'Elysée avec sa candidature aux élections présidentielles de 81. Votons pour un imbécile. Mort à seulement 41 ans, Michel Colucci de son vrai nom avait encore tellement de choses à accomplir. Pourquoi avait-il fallu qu'il roule aussi vite sur la route? Pourquoi ne portait-il pas de casque? Il allait vite? Ah oui, très vite. Combien? À quelle vitesse? Je ne peux pas vous dire, mais je vous dis qu'il allait très vite. Il a eu le temps de freiner? Il n'a pas freiné, il n'y a pas de marque de freinage là. La disparition de Coluche est tragique, mais c'est comme ça. Le comédien est mort comme il avait toujours vécu, à 1000 à l'heure. Sauf que non, c'est pas possible. Coluche n'a pas pu mourir ainsi. On nous cache quelque chose. Alors moi, j'ai cru à l'accident, pendant longtemps. Mais après, j'ai eu beaucoup de questionnements autour de ça. J'ai peine à croire qu'il ait été renversé accidentellement. Le camion, c'est l'arme vraiment pour tous les services secrets. Le meilleur truc, c'est que ça passe pour un accident. On va pas mettre une balle dans la tête d'un mec parce qu'on verrait que là, c'est pas un accident. Le camion, c'est génial. Je vous rappelle l'affaire Saint-Aubin. Alors, que s'est-il vraiment passé, ce fameux 19 juin 1986? Pourquoi beaucoup de gens, encore aujourd'hui, pensent qu'il ne s'agit pas d'un accident? Et qui aurait bien pu vouloir du mal à l'humoriste préféré des Français? Eh bien pour vous, j'ai décidé d'enquêter et de comprendre les mystères qui entourent la mort de Coluche. Je me suis plongé à fond dans cette affaire et le moins que l'on puisse dire, c'est que la réalité est bien plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Moi par exemple, qui ai la possibilité de foutre un bordel terrible dans mon pays, je ne vais pas me gêner. Bon, pour tout comprendre, je vais commencer par vous expliquer ce que j'appellerais la version officielle de la mort de Coluche. Vous savez, celle qu'on connaît tous par cœur, celle que les médias ont relayée en boucle le jour de l'accident de l'humoriste. Et pour que vous compreniez tout bien, j'ai même ramené de quoi faire une petite reconstitution, on va faire les choses bien façon FBI. Ok, alors c'est parti. On est le 19 juin 1986. Comme tous les jours depuis maintenant quelques semaines, Coluche et ses amis déjeunent au restaurant Le Splendide à Cannes. Il fait beau, l'ambiance est détendue et après quelques longues parties de baby-foot, l'humoriste et sa bande décident de rentrer. Coluche enfourche alors sa moto, une Honda 1100 flambant neuve, et met les gaz. Suivi de deux de ses amis, Ludovic Paris et Didier Lavergne, il remonte alors la route Détroit à un chemin qu'il connaît par cœur. Mais après une petite demi-heure de route, c'est là, près de la petite ville d'Opio, que le drame va se produire. Au détour d'un virage, près d'un camping, Coluche ne voit pas le camion qui lui barre la route. Il va trop vite, ne porte pas de casque et n'a pas le temps de freiner. L'impact est inévitable. Il est environ 16h30, Coluche est mort sur le coup. Voilà, ça c'est l'histoire qu'on connaît tous. Et je vous jure, après cette vidéo, faites le test. Allez demander à vos parents, vos grands-parents, et ils vous raconteront à peu près tous la même chose. Que Coluche roulait trop vite, sans casque, qu'il a percuté un camion dans un virage, etc., etc. En même temps, c'est normal que tout le monde pense ça, car c'est la version que tous les médias de France ont relayée le jour de la mort de l'humoriste. Tenez, prenons l'article du Parisien du 20 juin 1986, soit le lendemain de la mort de Coluche. Je vous lis quelques extraits. Il venait de dépasser plusieurs voitures lorsqu'à l'entrée d'un virage, à la hauteur d'un camping-caravane, une semi-remorque de 38 tonnes était en train de manœuvrer. Coluche, lancé à pleine vitesse, n'a semble-t-il même pas vu l'obstacle. Les témoins parlent de la vitesse impressionnante de la grosse moto qui les avait doublés. Ok, donc globalement, les médias nous donnent 5 grandes informations sur la mort de Coluche que j'ai décidé de noter pour bien qu'on s'en rappelle. 1. Coluche allait très vite. 2. L'accident a eu lieu dans un virage. 3. Coluche n'avait pas vu le camion. 4. Des témoins confirment avoir été dépassés par Coluche. 5. L'accident était près d'un camping. Ok, maintenant qu'on a tout ça, voyons ce qu'il s'est réellement passé. Commençons par le truc qu'on entend le plus souvent concernant la mort de Coluche, sa vitesse. Vous l'avez déjà entendu plein de fois, Coluche roulait très vite, trop vite même, et c'est pour ça qu'il est mort. C'est en tout cas ce que la presse française n'a cessé de répéter en boucle après son accident. Sauf que c'est faux. Et oui, Coluche ne roulait pas vite. Et ça, c'est assez facile à vérifier. En fait, il suffit d'interroger ses deux amis qui l'accompagnaient en moto le jour de sa mort, Ludovic Paris et Didier Lavergne. Mais on n'allait pas vite. On connaît la vitesse. On n'allait pas vite.
Là, c'est une erreur de dire qu'on allait vite. On n'allait pas vite. Moi, c'est la première chose que j'ai dite à la police quand ils nous ont interviewés, ils nous ont demandé. J'ai dit, on se baladait. On n'allait pas vite. Et tenez-vous bien, en 1987, une reconstitution de l'accident menée par la justice française est arrivée à la même conclusion. Coluche roulait à environ 60 km/h sur cette petite route alors que la limite était de 90. C'est pas vraiment la vitesse folle que les médias ont décrit le lendemain de l'accident. Ok, donc on reprend notre liste et on raye Coluche allait très vite. Ok, quoi d'autre? Ah oui, probablement le truc le plus absurde concernant la mort de Coluche, c'est qu'il est pas du tout mort au détour d'un virage. Son accident a eu lieu sur une ligne droite, bon, légèrement courbée, je vous l'accorde, mais c'était pas un virage serré comme les médias en ont parlé. Donc, on peut aussi rayer l'accident a eu lieu dans un virage. Ok, donc attendez, si on réfléchit, Coluche n'allait pas vite, l'accident n'a pas eu lieu dans un virage, comment il a fait pour ne pas voir le camion? Eh bien tout simplement, Coluche avait très bien vu le camion, comme l'explique son ami Didier Laverne dans une interview donnée à la Téléstar. Donc Coluche a bien vu ce camion, simplement au départ, il n'était pas au travers de la route. Non, ce qu'il s'est passé, c'est que Coluche roulait avec ses amis, pas très vite donc, et puis tout d'un coup, au moment où il est arrivé au niveau du camion, clac, ce dernier a pivoté et s'est retrouvé juste devant Coluche, comme une porte qui se referme sur quelqu'un. On peut donc aussi rayer, Coluche n'avait pas vu le camion. Ok, donc là ça fait déjà 3 éléments que la presse française a largement relayés alors qu'ils sont complètement faux. L'accident a eu lieu sur une ligne droite, Coluche roulait pas vite et il avait vu le camion. On est donc bien loin de la version du Coluche chauffard roulant à toute vitesse et qui vient s'empaler dans un camion en pleine manœuvre. Mais alors, pourquoi la version des médias est si différente de ce qu'il s'est réellement passé? Eh bien, le problème est très simple, il est résumé en 3 petites lettres, AFP. The weather is nice today. Let's wash the clothes together. L'agence France Presse, ou AFP, est une agence de presse internationale. Elle collecte des informations à travers le monde via ses journalistes, puis diffuse ces infos sous forme de dépêches à d'autres médias, lesquels s'en servent ensuite pour écrire leurs différents articles. Voilà globalement comment l'AFP fonctionne. Elle a donc un rôle central, car elle doit fournir des informations fiables et de manière extrêmement rapide. Rôle qu'elle remplit assez bien en temps normal, mais pas pour la mort de Coluche visiblement. Car, ok, on se concentre. L'accident de Coluche a eu lieu vers 16h30. À cette heure-là, la plupart des journaux français bouclaient déjà leurs articles pour le lendemain. N'oubliez pas qu'à cette époque, il n'y avait pas d'internet ou de chaîne d'infos en continu. Donc quand des grosses news de dernière minute comme la mort de Coluche arrivent, les médias n'ont pas le temps d'envoyer un journaliste sur place qui va faire sa petite enquête puis revenir écrire un article. Non, dans ce genre de situation d'urgence, il reste une seule solution, utiliser les dépêches de l'AFP, considérées, je le rappelle, comme une source fiable et qui ne fait jamais défaut. C'est pour ça que le lendemain de la mort de Coluche, tous les médias vont avancer exactement la même version, celle du Coluche roulant extrêmement vite, dans un virage, etc. etc. Car c'est juste ce qui était marqué dans les dépêches de l'AFP. Tenez, d'ailleurs, j'ai ici l'une des dépêches de l'AFP publiée juste après l'accident. On y retrouve bien Coluche roulant vite, le camion rentrant dans un camping, les témoins qui ont été doublés par Coluche, etc. etc. Or, comme on l'a vu, ces informations sont pas du tout exactes. Coluche roulait pas vite, c'était pas dans un virage et il avait vu le camion. Mais c'est même pas le pire. Les 2 autres infos principales données par l'AFP, donc les témoins qui ont vu Coluche et le camion qui est rentré dans un camping, sont également fausses. Les témoins de l'AFP n'existe pas. Aucun automobiliste n'a été dépassé par un Coluche roulant à grande vitesse. Pareil pour le camion qui soi-disant allait dans un camping. Encore une fois, c'est complètement faux. Le camion transportait des pierres et faisait une manœuvre pour aller dans une décharge pour vider sa remorque. Le soi-disant camping n'existe donc pas lui aussi. Ok, donc là globalement, en lisant ça, on se rend compte que les 5 grandes infos données par les médias le lendemain de la mort de Coluche sont complètement fausses. C'est quand même assez fou. Tout ça parce que l'AFP a relayé ce qu'elle pensait être vrai et que personne n'a pris le temps de vérifier. Mais alors pourquoi cette agence de presse si réputée a-t-elle donné autant de fausses informations concernant la mort de Coluche? Eh bien, très bonne question. Alors on connaît pas l'identité du journaliste qui a écrit les dépêches, mais par contre on sait quelle était la source de l'AFP. La gendarmerie de Grasse. Alors, on reformule la question. Pourquoi la gendarmerie de Grasse a-t-elle fourni des informations fausses à l'AFP? Nous ne le savons pas. Mais après tout, ok, le 19 juin au soir, l'AFP, peut-être dans la précipitation, a fourni des informations fausses dans ses dépêches. Mais le lendemain, le 20 juin, il y a bien des médias français qui ont envoyé des journalistes à Grasse pour enquêter, pour faire la lumière sur l'affaire, interroger Ludovic Paris, Didier Laverne, le chauffeur de camion, bref, juste faire un boulot de journaliste quoi. Eh bien, non.
assez étrangement. Les médias français semblaient se satisfaire des informations données par l'AFP et vont pas du tout chercher à approfondir les circonstances de la mort de Coluche. En fait, il y a seulement 2 journaux qui vont prendre la peine d'envoyer des journalistes sur place pour enquêter. France Soir et le Journal du Dimanche. C'est le Journal du Dimanche. Et dans le Journal du Dimanche, on lit ce que dit Didier Lavergne, à savoir qu'on roulait pas vite, on allait à 60. C'était pas une route sinueuse, c'est une grande courbe. Et là, il y a une ligne droite qui fait 200 mètres, avec de l'herbe sur le chemin, comme ça. On voit un camion arriver au pas. Alors il y a 3 motos, comme ça. Coluche est en premier, les 2 autres, Didier, Ludo. Le camion arrive tout doucement au pas, il n'y a pas de clignotant. Et au dernier moment, paf! Cette nouvelle version, rapportée par le JDD et France Soir, était donc complètement en contradiction avec ce qu'avait dit la presse française. On pouvait donc s'attendre au moins à ce qu'après ça, les médias reprennent ces infos, rectifient leurs erreurs et expliquent les vraies circonstances de la mort de Coluche. Or, encore une fois, ça ne sera pas le cas. Presque aucun média ne reprendra les propos des articles de France Soir et du JDD. Presque aucun média ne dira que c'est le camion qui a soudainement braqué en direction de Coluche. Et surtout, presque aucun média ne parlera des témoignages de Ludovic Paris et de Didier Lavergne. C'est comme si pour la presse française, la version de l'AFP, qui pourtant était complètement fausse, collait plus à l'image qu'on voulait donner de la mort de Coluche. L'humoriste était une tête brûlée, il roulait trop vite, la France est en deuil et lui rend hommage. Point, à la ligne, on passe à un autre sujet, circuler, il n'y a plus rien à voir. Sauf que justement, toute cette omerta autour de la mort de Coluche va attirer l'attention d'un homme qui joue un rôle central dans notre histoire. Jean Depucé, un journaliste français qui va se donner une seule mission, prouver que Coluche a été assassiné. On est en septembre 1987. Jean Depucé, un journaliste en voyage à Cannes, décide de rendre visite à son frère à Châteauneuf-de-Grasse. En chemin, il se dit alors qu'il va s'arrêter devant le lieu où Coluche est mort, histoire de se recueillir et de rendre hommage à un humoriste qu'il admirait beaucoup. Mais il arrive là-bas et c'est le choc. Pas de camping, pas de virage, juste une route parfaitement droite. Jean va longuement observer cette ligne droite et réaliser que quelque chose collait pas. C'est pas du tout ce qu'il avait entendu à la radio et vu à la télévision lors de l'annonce de la mort de Coluche. 2 questions on voit alors émerger dans l'esprit de Jean Depucé. 2 questions qui vont le hanter pendant les 20 prochaines années. Pourquoi les médias ont-ils menti concernant la mort de Coluche? Et surtout, est-ce réellement un accident? Depucé va alors décider de mener sa propre enquête pour comprendre ce qu'il s'était réellement passé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va tomber sur des choses extrêmement troublantes. Bon, bien évidemment, il a commencé par interroger les 2 amis de Coluche, Ludovic Paris et Didier Lavergne. Il va même enregistrer leurs entretiens, et ces derniers lui diront la même chose qu'ils avaient dit aux journalistes de France Soir et du JDD à l'époque. On n'allait pas vite, le camion s'est rabattu sur nous. Jamais tu peux imaginer que ce camion va faire ça, voilà. Jamais. Pas de clignotant? Non, rien. Aucun signe? Non, aucun signe, rien. Pas de clignotant, aucun signe. Alors ça, je suis sûr et certain. Donc la logique pour des motards, c'est que le camion vous laisse passer. Que tu vas nous croiser comme ça. Ouais. On peut. À aucun moment, on ne peut imaginer qu'il va faire cette manœuvre. À aucun moment. Mais Jean veut aller plus loin. Il décide justement de s'intéresser à ce fameux camion qui avait percuté Coluche, et surtout à son conducteur, Albert Ardisson. Je ne peux pas vous dire, mais je vous dis qu'il allait très vite. Il a eu le temps de freiner? Il n'a pas freiné, il n'y a pas de marque de freinage là. Ses copains se sont arrêtés, ils sont parés, il s'est arrêté lui. Il n'y a pas de marque de freinage, ça c'est la béquille qui a touché par terre, voilà. Alors moi j'ai été témoin, mais ils sont tous partis. C'est malheureux, hein, qu'est-ce que je vous dis, hein. Depucé va notamment chercher à comprendre qu'est-ce que ce camion foutait là, et pourquoi avait-il subitement coupé la route à l'humoriste. Alors on sait maintenant que le camion n'allait pas du tout dans un camping comme les médias l'avaient affirmé. Non, il transportait des pierres et s'apprêtait à rentrer dans une décharge pour vider sa remorque. Enfin, si on peut appeler ça une décharge. C'était plutôt un terrain vague, une sorte de pré où oui, ok, parfois certains camions déposaient des pierres, mais c'était pas une décharge à proprement parler. Et le plus curieux justement, c'est qu'à quelques kilomètres de là, il y en avait une de décharge officielle. On peut donc se demander pourquoi Albert Ardisson voulait décharger ses pierres dans un pré alors qu'il y avait une décharge officielle juste à côté. Ça n'a aucun sens. Ça n'en a d'ailleurs encore moins quand on sait que les pierres transportées par le camion venaient de la gendarmerie de Grasse. Oui, cette même gendarmerie qui a transmis les fausses informations à l'AFP. Je
crois qu'on commence à tenir quelque chose. C'est d'ailleurs ce que va se dire Jean Depusset lorsqu'il va enquêter sur ce fameux chauffeur de camion. Il va comprendre que quelque chose ne tournait pas rond avec cet homme. Et ce qui va finir par le convaincre, c'est quand Didier Laverne justement lui racontera l'attitude d'Albert Ardisson juste après l'accident. Selon l'ami de Coluche, immédiatement après l'impact, le chauffeur serait descendu du camion avec les papiers pour faire un constat, alors qu'il avait un cadavre devant lui. Enfin sérieusement, qui fait ça? Surtout que même en attendant les secours, Ardisson a eu une attitude étrange. Il était totalement détaché de la scène et faisait les 100 pas autour de son camion, le moteur toujours allumé. Comme si il se rendait pas compte de ce qu'il venait de faire. Comme si ce n'était pas lui qui conduisait. Learn how to play my songs with the Billy Collection on Musician. You're gonna crush it. Le 19 juin 2006, 20 ans jour pour jour après la mort de Coluche, un livre un peu spécial sort en librairie, Coluche, la contre-enquête. Cet ouvrage, c'est juste toute l'investigation que Jean Depusset avait menée concernant la mort de l'humoriste, mais c'est pas lui qui l'a écrit. Depusset est malheureusement décédé en mars 2006 et c'est le journaliste Antoine Casubolo qui a repris son travail et publié Coluche, la contre-enquête. Ce livre, si vous êtes intéressé par l'affaire, lisez-le, parce qu'honnêtement, on apprend vraiment beaucoup de choses très intéressantes. En fait, il y a surtout un passage du livre qui, moi, personnellement, m'a beaucoup intrigué. C'est quand Jean Depusset parle de sa rencontre avec deux personnes, deux témoins inédits dont on n'a jamais entendu parler, qui affirment que la mort de Coluche n'est pas un accident. La première personne, c'est un ami de Jean Depusset, surnommé Serge l'Arménien. C'est un ancien barbouze, ces agents secrets qui opèrent en dehors de tout contrôle, sans titre officiel, dans les zones grises du renseignement. Serge aurait raconté à Depusset une histoire complètement dingue. Il affirme qu'en juin 2006, il a hébergé chez lui des types venus pour une mission bien précise, éliminer Coluche. Il dit: je connaissais Serge l'Arménien, qui était lui, Serge l'Arménien de Barbouze, je le connaissais, etc. Je lui ai dit: alors, Coluche? Il m'a dit: oh, vous me faites chier avec cette histoire, ils sont venus chez moi faire préparer tout, c'est pas de ma faute, etc. Quelques semaines après ces révélations, Serge l'Arménien tombe dans une embuscade et meurt de 5 balles dans la poitrine. Est-ce qu'il disait vrai? Est-ce qu'il disait faux? Difficile à dire, et maintenant, on ne le saura probablement jamais. Mais comme je vous ai dit, Jean Depusset a rencontré deux personnes qui lui ont expliqué que la mort de Coluche n'était pas un accident. La première personne, c'est donc Serge, qui est mort, mais la seconde personne est bien vivante, et elle s'appelle Sébastien. Sébastien, c'est pas vraiment le même profil que Serge, c'est un ancien flic qui, 15 jours avant la mort de Coluche, aurait reçu dans ses mains un dossier secret contenant un plan d'assassinat détaillé de l'humoriste. Sébastien donne même à Jean le nom de ce projet, l'Opération Montorgueil. Sur le moment, Sébastien porte pas spécialement attention à ce dossier, car quand il le reçoit, Coluche est encore bien vivant. Mais c'est que 15 jours plus tard, quand l'humoriste meurt, que le flic aurait commencé à paniquer. Il comprend qu'il détient entre les mains une potentielle preuve montrant que la mort de Coluche est un assassinat. Il sent qu'il est alors peut-être en danger et quitte la police par peur de se faire éliminer. Et là vous vous demandez pour que Sébastien ait eu aussi peur. Qu'est-ce qu'il se trouvait dans ce fameux dossier de l'opération Montorgueil? Eh bien, selon Sébastien, à l'intérieur du dossier, il est décrit de manière extrêmement précise comment Coluche allait mourir. Il y a des plans, des bornes de passage, des schémas, bref, tout est organisé minutieusement pour être sûr que l'humoriste ne survivra pas. Mais l'élément le plus intriguant de ce dossier, c'est sans doute concernant le chauffeur du camion, Albert Ardisson. Toujours selon Sébastien, ce n'est pas lui qui conduisait. Ils étaient deux dans la cabine ce jour-là, et c'est l'autre qui tenait le volant et aurait percuté Coluche. Après l'accident, cette personne qu'on connaît pas se serait ensuite enfuie, profitant du chaos général et laissant le chauffeur de camion porter le chapeau. Ok, ces témoignages de Serge l'Arménien et de Sébastien, s'ils sont vrais, attention, confirmeraient donc que la mort de Coluche est bien un assassinat. Et si on rassemble toutes les infos qu'on a depuis le début, on commence à y voir un peu plus clair sur comment Coluche aurait pu être assassiné. On a en premier les témoignages de Ludovic Paris et Didier Laverne, qui, souvenez-vous, contredisent totalement la version officielle relayée par les dépêches de l'AFP. Ces mêmes dépêches dont on sait aujourd'hui qu'elles avaient pour source la gendarmerie de Grasse. La même gendarmerie d'où venait le camion qui a percuté Coluche. Camion qui, selon Sébastien, n'était pas conduit par Albert Ardisson. Il y avait quelqu'un d'autre au volant. Quelqu'un dont le seul but ce jour-là aurait été d'éliminer Coluche. Un plan soigneusement préparé qui porterait même un nom de code, l'Opération Montorgueil. Opération qui, enfin, aurait été entièrement planifiée au domicile de Serge l'Arménien. En voyant toutes ces connexions, ces témoignages étranges et les détails qui s'assemblent comme un puzzle, on commence donc à entrevoir comment la mort de Coluche aurait pu être orchestrée. C'est tordu, je suis d'accord, mais si on connecte tous les points, ça peut potentiellement tenir la route. Mais il reste un gros point d'interrogation à tout ça. Le mystère finalement autour de cette affaire est probablement ce qui la rend unique. Qui aurait bien pu vouloir éliminer Coluche? J'ai voté pour rien pendant longtemps. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien.
Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. On est le 30 octobre 1980 au théâtre du Gymnase à Paris et un événement assez inattendu est en train de se produire. L'humoriste Michel Colucci, dit Coluche, vient de convoquer une conférence de presse pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 81. Alors la raison pour laquelle je me présente aux élections, c'est donc à cause de cet électorat, à cause de ce tas de gens qui sont pas représentés par la politique, qui en sont des consommateurs et qui subissent la politique. Dans la salle, qui est pleine à craquer, les journalistes se regardent entre eux, interloqués et en même temps très amusés de ce qu'ils sont en train de voir. Encore un coup de ce satané Coluche, se disent-ils. En même temps, il faut dire que depuis quelques années, l'humoriste traîne une sacrée réputation derrière lui. Il n'hésite pas à taper sur tout ce qu'il bouge et dit ce qu'il pense, sans filtre, dès qu'il en a envie. Alors voir l'humoriste se présenter à la présidentielle de 81, ok c'est une surprise, mais bon il fallait s'y attendre, c'est du Coluche tout craché. Sauf que cette candidature, qui apparaissait au départ clairement comme une blague, va très rapidement prendre de l'importance. Des premiers sondages vont commencer à sortir, et là, surprise, des gens sont prêts à sérieusement voter pour Coluche. Rectification, beaucoup de gens sont prêts à voter pour Coluche. L'humoriste explose dans les sondages et est rapidement crédité de 10, 12, jusqu'à même 16% des voix. Oui, ce sont que des sondages, mais ça reste énorme. Enfin, on parle à l'origine d'une blague, qui visiblement est en train de prendre une ampleur démesurée. D'ailleurs, quand on interroge le principal intéressé sur cet emballement pour sa candidature, il répond ça. Moi j'ai déclaré ma candidature comme une connerie. Si elle a pris cette importance, c'est pas de ma faute. C'est à cause du fait que les gens se sont intéressés à voter pour un mec qui voulait pas être élu. Alors à partir de ça, s'ils sont nombreux, c'est pas de ma faute, c'est donc bien de la faute de ceux qui font la politique d'habitude. À partir de ce moment-là, la candidature de Coluche ne fait plus rire du tout. Elle va même effrayer toute la classe politique française jusqu'au président de la République en personne, Valéry Giscard d'Estaing. Giscard est effrayé. Ce bouffon qui veut devenir roi représente désormais une menace qu'il ne peut plus ignorer. Il flippe tellement qu'il charge le commissaire des renseignements généraux, un certain Guy Dauvé, de s'occuper du cas Coluche. Dauvé monte alors un dossier contre l'humoriste, le dossier 817-706, et commence son entreprise de déstabilisation contre Coluche. Pendant des mois, l'humoriste est harcelé, diffamé, menacé, sa vie privée est étalée aux yeux de tous et la presse a l'ordre de ne plus lui donner la parole. Logiquement, cet acharnement contre l'humoriste va avoir raison lui, et en avril 81, juste avant le premier tour, il annonce ne plus être candidat. Scène politique. C'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gâte un peu, quoi. Puisque si moi ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres? Coluche ressort de cette campagne présidentielle complètement à bout de souffle. Il est lessivé, paranoïaque et annule même sa tournée de spectacle pour se mettre en retrait de la scène publique. Au même moment, sa femme le quitte et il sombre peu à peu dans la dépression. Il trouve refuge dans la drogue et pendant des années, Coluche n'est plus que l'ombre de lui-même. Il touche le fond et tout le monde pense alors que cet humoriste si décalé appartient désormais au passé. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Coluche n'est pas quelqu'un qui abandonne si facilement. Après des années de traversée du désert, l'humoriste se reprend en main et décide d'en finir avec la drogue. Il réapparaît dans la vie publique, gagne un César du meilleur acteur et lance surtout son nouveau grand projet caritatif, les Restaurants du Cœur. Alors que tout le monde le pensait fini, le clown le plus célèbre de France réalise un comeback fracassant. Pour tout vous dire, il est même encore plus aimé qu'avant. Il s'est adouci et un peu moins provocateur et surtout les Restos du Cœur lui confèrent un statut d'intouchable. Car comment ne pas aimer un homme qui aide réellement les Français, qui les nourrit et surtout qui les comprend? Mais ce retour en grâce, Coluche compte bien en profiter. Après avoir été harcelé pendant des mois lors de la présidentielle de 81, il sait qu'il peut désormais se venger. Il n'a jamais été autant soutenu et la plupart des Français sont désormais derrière lui, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Alors, début 86, Coluche commence à travailler sur un nouveau spectacle. Mais pas n'importe quel spectacle. Un spectacle unique, grandiose et qui serait le chef-d'œuvre de l'humoriste. La date et le lieu sont déjà trouvés, ça sera en septembre 86 au Zénith de Paris. C'est pour cela que Coluche part dans le sud de la France avec ses amis. Il veut terminer l'écriture de ce show explosif dont il est si fier et qui, il le sait, va faire énormément de bruit. Dans ce numéro du journal L'événement du jeudi, on peut notamment lire comment Coluche décrivait son spectacle à venir. Je vais les secouer, je vais les allumer tous, ils sont tous pareils, des copains et des coquins. Mais alors, qui est-ce que Coluche comptait secouer comme il le dit si bien? Les politiciens? Oui, sans doute, mais plus particulièrement un politicien. Ou plutôt, le politicien, François Mitterrand.
Et là, on parle de quelque chose de bien plus grand qu'une simple plaisanterie, car il s'agit d'un secret que Coluche allait révéler qui porte un nom, Mazarine. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Mazarine, c'est la fille cachée de François Mitterrand. Pendant 20 ans, son existence sera un secret total pour les Français, et les rares personnes qui ont essayé de faire éclater la vérité l'ont souvent payé très cher. On pense surtout à l'écrivain Jean Edernalier, qui sera harcelé, écouté et menacé pendant des années par les services secrets français pour avoir écrit un livre dans lequel il révélait l'existence de Mazarine. Et même si son livre ne sortira jamais, Allier aurait parlé de la fille cachée de François Mitterrand à beaucoup de monde, notamment à notre cher Coluche. Et Coluche, lui, ça le faisait beaucoup rire cette histoire d'enfant caché. Selon certaines sources, il aurait alors juré à Allier de faire allusion à l'existence de Mazarine lors de son zénith en septembre. Est-ce pour cela que Coluche a été assassiné? Car il s'apprêtait à révéler le secret le plus intime du président devant une foule de plusieurs milliers de personnes? Imaginez juste l'impact. Un président qui trompe sa femme, qui cache une fille, c'est pas vraiment l'image qu'on se fait d'un chef d'État, non? Si Coluche avait révélé l'existence de Mazarine sur scène, c'était probablement fini pour Mitterrand, et ses chances de réélection en 88 se seraient envolées. Mais attendez, car en parlant d'élection, certains poussent même la réflexion encore plus loin. Selon eux, Coluche n'aurait pas été tué car il allait parler de Mazarine au Zénith, non, mais pour une raison encore plus énorme. L'humoriste voulait se représenter au présidentiel de 88. Après son échec aux dernières élections, il voulait retenter sa chance en étant cette fois-ci beaucoup mieux préparé. Car imaginez, on lui donnait 16% des voix en 81, alors qu'une grande partie de la population le trouvait vulgaire et l'appréciait pas du tout. Alors combien aurait-il pu faire en 88 maintenant qu'il était aimé, voire même idolâtré par la majorité des Français? Après les Restos du Cœur, en 3 mois, 8,5 millions de repas. Le type, il devient intouchable. Saint-Coluche, 71% des Français le trouvent sympathique. Le mec, qui pourrait arrêter Coluche? Et c'est vrai. Qui aurait réellement pu arrêter Coluche s'il avait décidé de se présenter à l'élection présidentielle? Pas grand monde. D'ailleurs, quand on demande à Paul Lederman, l'un de ses plus proches amis, ce qu'aurait fait Coluche aujourd'hui s'il était encore en vie, il répond clairement de la politique. C'est pour cela que Coluche aurait été tué. Il faisait peur, pas seulement à Mitterrand, mais à toute la classe politique. Il était devenu trop puissant, trop influent et était sur le point de renverser un système tout entier. Il n'avait aucune limite et avait déjà prouvé par le passé qu'il était capable de tout et n'avait peur de rien. Il fallait l'arrêter, il fallait le faire taire. C'est pour cela qu'on aurait monté un plan pour éliminer Coluche, cette fameuse opération Montorgueil dont Sébastien posséderait le dossier complet. Une équipe aurait été mise sur pied, aurait élu domicile chez Serge l'Arménien et se serait alors chargée de tuer cet humoriste si dérangeant. Ça expliquerait pourquoi la presse aurait tellement insisté sur cette histoire de vitesse, pourquoi le chauffeur du camion semblait si bizarre après l'accident, pourquoi les témoignages de Didier Lavergne et Ludovic Paris ont été si soigneusement écartés, parce qu'on voulait que la mort de Coluche ait l'air d'un accident, juste un accident, pas un suicide trop compliqué à dissimuler, et sûrement pas un meurtre qui aurait déclenché des questions impossibles à étouffer, mais plutôt un simple accident de la route, comme il en arrive des milliers chaque année. Ok, je sais qu'avec ce qu'on vient de voir, il y a une grande partie d'entre vous qui est désormais persuadée que Coluche a été assassiné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les fourches, on va à l'Élysée, on essaie de récupérer des archives? Eh bien, pas si vite. Car oui, bon, on est tous d'accord, il y a énormément d'éléments étranges dans la mort de Coluche, c'est indéniable. Que ce soit les dépêches de l'AFP, le chauffeur de camion, Serge l'Arménien, bref, vous commencez à connaître la chanson. Mais pour autant, ça veut pas forcément dire que c'est un assassinat froidement réfléchi. Oui, ok, on a les témoignages de Didier Lavergne et Ludovic Paris qui expliquent que la version donnée par la presse n'a pas été conforme à la réalité. Mais est-ce que ça veut dire que Coluche a été assassiné? Pas forcément. Et les deux amis eux-mêmes sont pas formellement convaincus qu'il s'agisse d'un assassinat. On a aussi les témoignages de Serge l'Arménien et de Sébastien. Mais bon, l'un est mort et l'autre prétend détenir un dossier secret dont en réalité personne n'a jamais vu la couleur. Faut-il croire les deux hommes sur parole alors qu'on n'a jamais trouvé aucune réelle preuve de ce qu'ils avancent? C'est tout le paradoxe de la mort de Coluche. D'un côté, on a cette montagne d'éléments étranges et de témoignages qui expliquent que la mort de l'humoriste est une opération secrète visant à faire taire le comique. Mais d'un autre côté, on n'a aucune réelle preuve de ça, et la manière dont est mort Coluche laisse normalement peu de doute à ce qu'il s'est réellement passé le 19 juillet. Avec les maisons en préfabriqué, c'est pendant le crédit, tu répares ce qui s'écroule.